Nous accueillons Marie et Corentin au 39-21. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. 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 D'où nous appelez-vous alors Marie ou qui va commencer les deux? Je vais commencer. D'accord. D'où nous appelez-vous Marie? Alors là, nous sommes en Bourgogne, en Saône-et-Loire, à Autun. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène tous les deux? Dites-moi. Alors, on vient un petit peu pour parler changement de vie, voyage et handicap. D'accord. Je vous écoute. Alors, en fait, Corentin et moi, on s'est rencontrés en 2017 au Québec et on a eu un gros changement de vie. On a quitté notre vie sédentaire pour vivre en van et voyager autour du monde et aussi sensibiliser au handicap. D'accord. Mais comment ça s'est fait? Vous en avez discuté? Il y avait des raisons à tout ça? On va dire que c'était un changement de vie qui, je pense, était latent chez nous. En fait, on a toujours eu envie de voyager. Oui. Et on avait à l'époque 35 et 33 ans. Oui. Donc on avait expérimenté, on va dire, la vie traditionnelle métro, boulot, dodo. Mhm. Et on s'est rendu compte que ça ne nous convenait pas et qu'on avait envie d'écouter un peu ce rêve qu'on avait et de tenter autre chose. D'accord. Comment vous avez commencé à vous organiser alors? Là, je vais laisser Corentin répondre. Corentin? Oui, alors ce qu'on a fait finalement, c'est qu'on a vendu tout ce qu'on avait, c'est-à-dire la maison, la voiture, les meubles. On est rentré en France, on a acheté un fourgon, on a démissionné de nos emplois respectifs et ensuite on est parti sur les routes, sans emploi, en se donnant du temps, en se disant on va voir ce que ça va donner. D'accord. Vous êtes parti avec un peu d'économie quand même? Oui, forcément, ouais, vu qu'on avait vendu la maison, mais il y avait encore un prêt, on a remboursé tout ça, mais ça nous a donné un petit pécule. On savait qu'on avait de la marge pour, on va dire, 1 an et demi, 2 ans sur les Oui. routes D'accord. à naviguer. Et au bout du compte, vous êtes resté combien de temps sur les routes alors? En fait, on est encore sur les routes. On va dire qu'on est semi-nomade à cause du Covid. Oui. Quand le Covid est arrivé, nous, on était au Canada. On avait traversé, finalement, on avait traversé l'Europe, on avait traversé le Moyen-Orient. On était rendu en Asie, puis le Canada ensuite. Et donc, on devait continuer vers la Patagonie. Le Covid nous a stoppés. Donc, c'est là où on a dû rentrer en France avec le véhicule. Et donc depuis, à cause des restrictions, on navigue entre les pays voisins, l'Espagne, la Suisse, le Maroc, quand on peut bouger. Puis l'été, on travaille un peu, du coup, vu qu'on est en France, on peut faire des petits jobs saisonniers. Oui. Et voilà. Donc ça dure en fait depuis juin 2018. D'accord. Donc depuis 4 ans, enfin 3 ans et demi en Oui, fait. oui, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que alors mais quand vous dites que vous traversez, donc vous traversez avec le véhicule ou vous traversez, séparément de votre véhicule? Comment vous avez fait parvenir votre véhicule, au Canada, par exemple? Ouais. Alors il y a juste les traversées en bateau où on n'est pas avec le véhicule, c'est-à-dire qu'on met le véhicule dans un conteneur sur un cargo. Donc c'est du fret. On peut voyager des fois avec le véhicule sur le cargo, mais ça coûte cher. Ça coûte plus cher qu'un billet d'avion. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un billet d'avion et en attendant que le véhicule arrive, on fait du volontariat dans des fermes ou dans Oui. un centre équestre ou des choses comme ça pour être nourri, logé en attendant. D'accord. Je lis que l'une des principales raisons de ce départ aussi était l'état de santé de Marie. Est-ce que vous pouvez me parler, de cette raison-là, de cette motivation-là, supplémentaire, Marie? Oui, bien sûr. Alors, je suis une personne dite handicapée. J'ai une maladie génétique qui s'appelle le syndrome de Usher. Donc, comme c'est un syndrome, j'ai plusieurs symptômes, à savoir une perte auditive. Donc, je porte des appareils auditifs depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Et à l'âge de 20 ans, on m'a aussi diagnostiqué une perte de champ visuel. Et donc, cette perte de champ visuel, elle est dégénérative, c'est-à-dire que mon champ visuel il diminue au fil des années. S'ajoute à ça aussi une cataracte et la cécité nocturne, c'est-à-dire que je ne vois plus la nuit, et de la photophobie, donc c'est dès qu'il y a une lumière un peu lumineuse, que ce soit en extérieur ou en intérieur, ça m'aveugle très facilement. Donc voilà, cette pathologie en fait qui est vraiment dégénérative, on ne va pas dire que ça a été l'élément clé du départ, mais ça a été une des raisons. On n'est pas du genre à attendre la retraite et dire on va en profiter plus tard. Oui, oui. Déjà, c'est pas nos tempéraments. Mais
en plus d'avoir cette pathologie-là, moi je me dis, bah, ça se trouve à l'âge de la retraite, enfin, je sais pas comment je verrai, je sais pas comment je serai non plus. Donc je préfère profiter maintenant et on avait l'occasion, donc on a sauté le pas. D'accord. C'était aussi, je suppose, une possibilité pour vous d'emmagasiner un maximum de couleurs, de paysages, tout un tas de choses, je suppose? Tout à fait. Enfin, c'est en plus de pouvoir le partager, ça a tout son sens. En effet, j'emmagasine plein de souvenirs, plein d'images et je le partage avec, mon conjoint et je sais que si un jour, je suis amenée à ne plus voir, et bah, lui pourra me raconter encore tout ça. Mmh. De décrire des photos qu'il a pris ou juste, pour me décrire un endroit que je ne connais pas, dire: «Ah bah tiens, rappelle-toi, ça ressemble à tel endroit, tu sais, on avait vu ça à tel endroit». Et pour moi, c'est important, ça a encore plus de sens. Pourquoi, vous avez été obligé de rentrer à cause du Covid alors que vous étiez en Patagonie? Vous ne pouviez pas rester, là-bas, en fait? Alors, quand le Covid est arrivé en mars 2020, on était au Canada. On projetait d'aller en Patagonie. Oui. On venait d'avoir nos visas pour passer la frontière américaine et la frontière s'est fermée à cause du Covid. Et il faut savoir qu'au Canada, au mois de mars, ça gèle encore. Donc, on ne pouvait pas rester dans notre véhicule, sachant qu'on n'aurait pas pu avoir d'eau, parce qu'il n'y avait pas d'eau dans les tuyaux. Rester stationnaire, on n'avait pas d'endroit où rester, parce qu'on n'avait pas le droit de se déplacer entre les provinces. Et en plus, en mars 2020, la situation du Covid, c'était tout nouveau. On ne savait pas du tout ce que ça allait Ouais. devenir. Donc, on s'est dit, bon, on fait le choix de rentrer. Certains nous ont dit, oh, mais on va rentrer pour 2 semaines. Je me suis dit, bah, au pire, c'est pas grave, on reverra la famille et on repartira. Mais on est rentré, on a laissé le camion dans une grange. On pensait que ça allait durer honnêtement peut-être 1 mois, 2 mois. Et on est revenu 6 mois plus tard récupérer le camion. Parce que la frontière américaine, en fait, elle était toujours fermée. Donc on n'allait pas tourner en rond au Canada, Mmh. surtout que l'hiver c'est compliqué. Donc au mois de septembre 2020, on a récupéré le camion, on l'a mis sur un cargo pour traverser l'Atlantique. Et là on s'est dit, bon, ok, on est en Europe, on peut faire tout un tas de choses en étant français et en Europe avec l'espace Schengen. On va profiter de ce temps-là, on va profiter de la crise pour faire ça. En 4 ans, quel est votre meilleur souvenir? Wow. Je pense que Corentin il est d'accord avec moi. Je pense, alors en termes de pays par rapport à la culture, la nourriture, l'histoire du pays, les gens. On a adoré le Japon. Oui. Ah oui, vous êtes allé au Japon, d'accord. Oui, on a réussi à aller jusqu'au Japon en passant par la Corée. C'était pas prévu, mais ça s'est fait comme ça et on est super contents d'y être allés. Tout ça avec le camion? Ouais, tout ça avec le camion et les ferries pour passer les océans. Ouais. Et ça fait des super souvenirs. Je pense aussi les plus beaux souvenirs, ça peut être des bivouacs sauvages dans le désert. Dans quel désert? Il y en a un qui me vient particulièrement à l'esprit, c'est le désert de Varzaneh en Iran. Ouais. Et ça a été le premier désert qu'on a rencontré. Et je sais pas, il a quelque chose de particulier pour nous. C'était calme. On a fait un feu de camp, c'était tout simple, mais on a adoré ce moment. Et donc vous êtes allé en Iran. Hem, vous êtes allé dans plein de pays où en fait vous pensiez que vous ne pourriez pas aller, ou tout finalement était possible lors de ce voyage? Bah, honnêtement, non, tout n'était. En fait, au départ, on pensait que ce serait plus facile que ça. On pensait aller en Chine et on s'est rendu compte qu'aller en Chine avec son véhicule, c'est très compliqué, ça Ah coûte oui? très cher. Ils sont pas du genre à laisser les voyageurs libres d'aller où ils veulent. Donc, on a renoncé à la Chine et on a choisi la voie du Sud. On voulait suivre les routes de la soie. Donc, on est passé en Turquie. Au bout de la Turquie, on est passé en Iran et finalement, c'était pas si compliqué que ça pour aller en Iran. Oui. Donc, on s'est dit, bon, allez, pourquoi pas, on passe. Et ensuite, par contre, on devait rallier l'Inde en passant par le Pakistan Sud, donc le Balouchistan. Là, par contre, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut des escortes qui vous attendent à la frontière, qui vous emmènent dans des hôtels sécurisés et qui vous accompagnent jusqu'à une partie sécurisée du Pakistan, donc au nord. Et ensuite, on peut rattraper l'Inde. D'accord. Vous êtes Le... allé au Pakistan aussi donc? Bah, non, parce qu'on voulait, on a demandé le visa pakistanais en Iran et il nous a été refusé. C'était une période un petit peu délicate par rapport aux voyageurs, donc ça nous a été refusé. Donc là, on a décidé, changement total de programme, on va plus en Inde, on a dû quitter l'Iran en allant aux Émirats arabes unis. Oui. Donc c'était complètement autre chose.
C'est intéressant. Mais c'est vraiment très, très différent de ce qu'on pensait voir, par rapport au Pakistan et à l'Inde. C'est-à-dire? Donc, bah, les Émirats, c'est, comment dire? On va dire que c'est le pays qu'on a le moins aimé, hein, honnêtement. Ah oui? Pourquoi? Ouais, bah, souvent, quand on a un pays en tête, on a aussi, quelques clichés qui viennent par rapport Mmh. à ce pays et il s'avère que pour les Émirats, tous les clichés qu'on avait, bah, ils se sont avérés vrais et c'était pas forcément des bons clichés, enfin, si je peux dire ça. Et on a découvert un petit peu plus aussi sur le pays et globalement, ça nous a pas plu. On est resté que 2 semaines pour basculer ensuite en Oman qui est, à notre sens, était plus authentique et plus simple, Mmh. comme pays et comme mentalité. Vous avez dû être très en contact avec, les populations, hein, en voyageant comme ça? Ah oui, oui, complètement, parce qu'on évite, tout ce qui est, hôtel, on Ouais, paye jamais pour dormir, donc on dort vraiment en bivouac sauvage ouais. et il y a forcément des habitations pas loin, des écoles. Là, on était au Maroc, il y a tout le temps un berger, où des gens se déplacent beaucoup à pied, donc nous, avec notre camion, on attire l'attention, donc les gens, ils viennent nous voir. Donc ouais, on est vraiment très proche d'eux. Et par exemple, donc en Iran, c'était facile de faire du bivouac sauvage? Oui, ah c'est globalement, oui, c'est assez facile. Faut Ouais, éviter bien sûr tout. les autorités n'étaient pas trop dures, en fait, là-bas? À l'époque où on y était en 2018. Alors Ouais, on savait d'emblée, on s'était renseigné pardon, sur les forums, donc on savait qu'il fallait éviter, bah, comme dans beaucoup de pays, les zones frontalières, ouais, c'est logique, et tout ce qui est zone militaire et zone nucléaire, forcément. d'accord. Et qu'il y a quelques règles de conduite, c'est arriver à être discret et voilà, si on ne le sent pas aussi, on se fie beaucoup à notre instinct, si on ne le sent pas, on n'y va pas. D'accord, Mais en Iran, on n'a jamais eu de soucis. d'accord. Donc vous êtes passé tout près du Pakistan, donc vous êtes, allés dans des régions qui étaient, dangereuses quand même, non? Le Pakistan, finalement, on était à Téhéran quand on a su qu'on ne pouvait pas aller au Pakistan, que le visa a été refusé. Donc, on a tracé tout droit. Donc, on s'est assez éloigné de la frontière du Pakistan. Par contre, D'accord, en arrivant en Iran, on est descendu tout de suite au sud. Et là, on a longé la frontière irakienne. Et c'est là où, une fois, on a eu la police qui est venue nous voir le matin en nous demandant ce qu'on faisait. Et justement, on était sur le point de partir. Donc, ils étaient partagés, en fait, entre nous faire partir, parce que pour eux, on était sur une zone qui n'était pas sécurisée. ouais. Et en même temps, c'était assez étrange, la curiosité et la joie de «Ah, des étrangers, c'est chouette, on va pouvoir discuter anglais avec nos 3 mots d'anglais, on prend des selfies». Enfin, c'était un curieux mélange. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes senti en danger, justement? Moi, personnellement, non. Je pense que Corentin dira de même. Ouais. On s'est pas Corentin? vraiment senti en danger, non. Il y a peut-être une soirée ou deux où on est parti finalement du bivouac où on était parce qu'on se sentait pas serein, mais est-ce qu'on était en danger? Je pense pas. On a un souvenir en Turquie où un soir il y avait beaucoup de coups de feu autour. Oui. Alors ça arrive en Turquie et on sait pas. Des fois ça peut être tout simplement un mariage ou une fête ou quelque chose. Il y avait beaucoup d'agitation, tout ça, donc on a fini par partir, mais sinon non, on s'est jamais vraiment senti en danger. Il y avait une fois, je crois que c'était aux Émirats arabes unis, où deux voitures sont arrivées. Les propriétaires se sont battus devant nous et tout ça, mais on va dire que c'était un conflit entre eux et Entre ça, ouais. ça, Vous ça n'avez dégénérait jamais pas. donc ressenti le moindre danger où que vous alliez? Non, 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 non. Après, on n'est pas allé dans des pays vraiment dangereux en soi, hein. L'Iran, Oui. Non, c'est pas l'Iran n'est vraiment pas un pays dangereux, non. dangereux. Enfin, vous avez entendu Ouais. parler de l'histoire de. On a eu la sœur d'un jeune homme qui a été arrêté dernièrement en Iran. Bah, c'est un jeune homme en fait, oui. On connaît des gens qui le connaissent en effet, ouais. D'accord, d'accord. Mm. Parce que en fait, Après, ouais. il avait un blog et donc Mm, il avait surtout un drone. Bon, mm, tout euh, à fait, ouais. et Nous, donc on voyage, on n'a pas de drone en fait. Enfin, on a un drone, mais dans certains pays, on l'emmène pas. Dans certains pays où c'est interdit, par exemple au Maroc, on l'a pas emmené parce qu'on savait que c'était interdit. strictement interdit au Maroc, oui. Ouais, En Iran, il y a pas mal de zones qui sont interdites ouais. au survol Mm, de drones. mm.
Et est-ce En que vous... Iran, c'est pas compliqué de voyager, en fait. C'est vrai que le fait de voyager en couple, ça rassure beaucoup, en fait, les Iraniens. La Oui. police, quand ils nous contrôlaient, ou l'armée, c'était la première chose qu'ils nous demandaient, avant même de demander les passeports. Des fois, ils demandaient même pas les passeports. C'est est-ce que j'étais seul dans le camion? Mhm. Et je montrais ma bague de mariage et je disais non, je suis avec ma femme. Ils voulaient vérifier qu'il y avait bien Marie dans le camion et après, ils demandaient même pas les passeports et ils s'en allaient souvent. Et c'est vrai qu'on a eu des contacts de gens qu'on connaît qui se sont fait contrôler. C'était 2 hommes qui voyageaient en moto, c'est plus compliqué. C'est vrai qu'en Iran, les règles sont difficiles. Marie devait porter le voile et tout ça, donc il faut respecter. Et, ce qui arrive à, à cette personne qui est en prison, c'est très triste. Oui, c'est très triste, d'autant plus qu'il a été Mm. condamné Oui, à 8 ans. à 8 ans et que Mm. c'est bien évidemment très, très lourd comme condamnation. Mhm. Ouais, Euh, complètement. euh, vous connaissez des gens qui le connaissaient donc, hein, c'est ça? Mhm. Oui, qui le connaissent en fait. Ouais. D'accord. Bah, en fait, la communauté de voyageurs en van, on va dire, et qui voyagent à l'étranger comme ça, elle est très concentrée sur les réseaux en général. On connaît toujours quelqu'un, etc. On n'est pas des milliards à voyager comme ça autour Ouais, du ouais, monde. Donc, ouais. c'est vrai qu'on se donne des astuces et tout ça. Donc, Entre Français forcément, en ce genre de plus. discussion, oui, voilà, Mhm. entre Français. Donc, on finit toujours par connaître quelqu'un, même quand on est à l'autre bout du monde, on croise quelqu'un qui connaît quelqu'un en Mhm. commun ou des choses Mhm. comme ça. D'accord. Comment est-ce que par exemple en Iran, vous mangez quoi? Euh, Mhm. Comment On est-ce que mange vous vous local, en fait. nourrissez? Oui, vous mangez Ouais, local? D'accord. on mange local. On a une petite cuisine dans notre camion. On a un Ouais. frigo, on a des plaques de cuisson, et tout ça. Mhm. Donc nous, on est végétarien. Donc en général, on achète les légumes du pays et on se cuisine à manger dans le camion. En Iran, ça faisait partie des pays où la vie pour nous, étrangers, était vraiment abordable. C'était pas cher du tout. Un plein d'essence pour nous en Iran, c'était même pas 50 centimes le plein au complet. 50 Pour donner une centimes le idée. plein? Oui, pour donner une D'accord. idée. Et encore, on le payait plus cher parce que en Iran, les touristes peuvent pas acheter du gasoil. C'est subventionné par le pays. Là-bas, c'est juste les routiers, les camionneurs qui peuvent faire le plein d'essence. Donc, il faut racheter Au le camionneur. gasoil à un camion. Voilà. D'accord. Et ça, vous aviez le Donc, du droit. coup, on Ça, donne une vous aviez le commission. droit de racheter un C'est camionneur. toléré. C'est Oui, c'est toléré. toléré. Oui, bah, c'est toléré parce qu'ils savent que les touristes qui viennent, ils n'ont pas le choix. Ils ont besoin d'avoir du gasoil. Donc, c'est la seule Mhm. manière de Mhm. faire. Voilà. Donc pour la nourriture, en fait, c'est un pays où on a pu aller très souvent au restaurant finalement, parce que pour 2 ou 3 euros, on mangeait très bien, Marie et moi, sans problème. D'accord. Pour 2 ou 3 euros à deux. Mm. Oui, oui, oui. D'accord. C'est assez génial, hein. Enfin, bon, après, il faut avoir vraiment, je dirais, le courage. Je ne sais pas si c'est le vrai mot, mais en tout cas, être vraiment déterminé comme vous l'étiez. Mais finalement, vous avez fait Mhm. beaucoup de pays dont on entend peu parler, en fait, en termes de tourisme. Oui, on a été en Corée du Sud aussi. C'est vrai que ça, avec, Avec un avec un camion. véhicule, il y a Oui. peu de gens. Oui, ouais, c'est ça, avec notre camion. Donc c'est vrai que ça, il y a peu de gens qui vont en Corée du Sud déjà de manière générale, et en plus avec leur véhicule. Et nous, c'est des pays qu'on a adorés. Oman aussi, les gens, on parle de Oman, des fois du sultanat d'Oman. Les gens Ouais. ne se situent pas du tout où c'est sur la carte. Ouais. Ouais. Donc c'est vrai que nous, on adore. Non, mais c'est génial. Génial. Et donc, le pays qui vous a le plus plu, je crois que vous me l'avez dit tout à l'heure, Mhm. C'était euh, le Japon, on va dire, le Japon, c'est ça. dans la Pourquoi? généralité. Ouais. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Déjà, je pense qu'il y a un choc culturel. Le Japon, on comprend rien à ce qu'on lit, on comprend rien quand les gens parlent. Et en fait, on s'attendait, on connaissait pas, nous, la Corée du Sud ou le Japon, on n'y était jamais allé. On s'attendait à finalement un peuple peut-être un peu plus froid qu'au Moyen-Orient, de là où on Oui. arrivait, où les gens Oui. étaient très accueillants. On s'est dit, ah, bah, ça va être beaucoup plus codé, et donc du coup beaucoup plus froid. Et en fait, on a beaucoup été invités chez les gens venaient beaucoup à notre rencontre, on allait faire la fête avec eux au restaurant et tout ça. Et en fait, on a découvert vraiment un peuple super accueillant. Et c'est vrai qu'après le Moyen-Orient, on a passé finalement plusieurs mois à bouffer du sable et à, à avoir différents, on va dire, pas des problèmes, mais des choses au quotidien Où la vie qui... était plus rude. Ouais, bah, c'était plus rude et puis il fallait toujours essayer de se débrouiller pour faire quelque chose, etc. Parce que tout n'est pas codé.
Après, on arrive en Corée du Sud et Japon, où là, tout est codé. C'est vrai que c'était facile, tout était facile au quotidien. Et ensuite, au niveau de la religion, le Japon, c'est vrai que la religion et de la culture, ça a été très fermé, ce Oui, pays. Et donc, en c'est fait, très on n'a pas lointain senti pour nous. de... Ouais, bah ouais, c'est très lointain et ça a été moins impacté par la mondialisation que d'autres pays, en fait. Ah oui, Et d'accord. ça, nous, on a beaucoup apprécié parce que sinon, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays du monde, bah, en fait, on se sent pas si loin de la maison parce qu'on retrouve les mêmes marqueurs sociaux. Mhm. Comme quoi, par Ouais. exemple? Bah, comme des marques de magasins, par exemple, Oui. ou tout ce qui est les règles de circulation, ou même, je sais pas, les codes. Quand on rentre dans une maison, bah, au Japon, c'est complètement différent. Ouais, tout plein de choses comme ça. Après, la D'accord. mondialisation, c'est facile à voir dès qu'on arrive dans une ville. On voit de partout, hein. Et finalement, c'est au Japon que vous avez été le plus éloigné de la mondialisation. Étonnamment d'ailleurs, pour un pays où il y a les mangas, où il y a une technologie, vous voyez, où C'est peut-être tout... pas le pays où on a été le plus éloigné, parce qu'en Oman, c'est vrai qu'il y avait pas grand-chose, hein. Quand on sort des grandes villes, il n'y a plus rien. Oui. Ou même, ouais, non. Mais c'est le pays où on a été le plus déconnecté, je pense, de notre vie occidentale. Mhm. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce que lorsqu'on vous entend parler, et on va, je l'indique, avoir tout à l'heure, dans quelques minutes, le témoignage d'Adrien qui va parler de la Mhm. disparition de sa sœur au Japon. Donc on va Mhm. parler du Japon dans des termes bien différents. Ouais, Mais ça n'empêche que oui, c'est vrai, les Japonais, en alors, fait, quand on les ouais, croise comme ça à l'étranger, nous paraissent très, très, tellement ouais. différents. Très distant, très différent. Oui, Et c'est vrai oui. que l'accueil, par contre, est assez énorme. Après, c'est le pays où, au bout de 3 mois, on n'avait pas envie de partir. On aurait aimé continuer, mais avoir un autre visa touriste, c'était très compliqué. Ah bon? Mais par contre, c'est un pays dans lequel je pense que je ne vivrai pas. Il y a encore des... C'est pas non plus le pays des bisounours, là, au niveau de la femme sur place, ou la relation au travail avec les gens. C'est vrai que c'est un pays qui est très compliqué aussi. Ben, on va le En voir tant que touriste, c'est ouais. super sympa, mais y vivre, moi, je pense que ce serait autre chose encore. On va le voir avec Damien et non pas Adrien, Ouais, pardon. C'est j'imagine. Damien. Euh, on va voir que notamment, oui, c'est Ouais. voyager quand on est une femme seule au Japon. Ah ouais, non, ouais, c'est Peut... compliqué, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, avant qu'on parle avec Damien? Lorsqu'on est une femme seule au Japon, est-ce que ça peut être compliqué de voyager seule? Je vais laisser Marie peut-être répondre là-dessus, même Oui, si elle n'était Marie? pas seule. Marie? Question justement aux locaux. Oui, je pense que les locaux seraient intrigués, surtout si c'est une jeune femme, de voir une femme seule. Ça attire déjà l'attention dans n'importe quel pays, hein, de toute façon, Oui, oui. malheureusement. Mais par contre, je pense que le Japon, oui, ça peut beaucoup intriguer. Je ne sais pas pourquoi particulièrement au Japon, mais j'ai en tête que pour eux, une femme seule, ben, ça marche pas trop, quoi. C'est soit elle est avec la famille, soit elle est mariée, ou sinon Mhm. c'est qu'il y a un truc qui va pas. D'accord. Donc ça peut attirer l'attention et d'une manière négative même. Je pense que ça attire l'attention. Après, il faut voir aussi le Japon. Il y a le Japon rural et le Japon des villes. Je pense que le Japon des villes est plus ouvert à ça aussi. Oui. Voir une femme seule qui voyage ou qui est là en PVT, donc pour en permis vacances-travail, pour 1 an ou 2, ça dépend. Je pense que ça les surprend moins. Mais le Japon rural, il est quand même très différent du Japon des villes. Et sur certaines choses, ben, ce sera beaucoup plus fermé. Dans quel pays, finalement, avez-vous eu le sentiment que la place de la femme était, en fait, beaucoup moins libérée, beaucoup moins protégée que chez nous en Occident? Aux Émirats. Aux Émirats? Incontestablement, oui, aux Émirats. Pourquoi? Dites-moi. Et Oman aussi. En fait, on sortait de l'Iran. Donc, on s'est dit, on sort de l'Iran, on va vers les Émirats arabes unis, qui sont quand même un pays assez puissant, assez
riche, même s'il y a beaucoup d'inégalités, et qui est ouvert sur la mondialisation. Et en fait, sur place, on a constaté que les femmes ont beaucoup moins de pouvoir et beaucoup moins de droits, Oui, surtout que les femmes en Iran, par exemple, ce à quoi j'aurais pas cru si j'étais pas allée en Iran avant. Les femmes donc qui vivent aux Émirats, on les voit quasiment pas. Elles sont en voile intégral, donc on ne voit même pas les yeux. Tandis qu'en Iran, bien souvent, c'est un voile qu'elles portent sur le chignon pour certaines. Selon les régions ou l'âge, ce sera juste sur le chignon, sur les cheveux en arrière. Donc on voit la chevelure, elles sont maquillées, enfin, le visage n'est pas caché. oui. Aux Émirats, ça m'a vraiment frappée. C'est voilà, la femme disparaît et on ne l'entend pas. On ne peut pas aborder, moi-même en tant que femme, je ne peux pas aborder une femme aux Émirats. Elle va se reculer, ou alors c'est son mari, ou de toute façon elle est toujours accompagnée d'un homme, son frère, son cousin, son père ou son mari, et Oui. c'est lui qui viendra m'adresser la parole. Enfin, il répondra à ma question, mais en regardant Corentin, par exemple. D'accord. On va vous garder parce que j'ai encore quelques questions à vous poser. Et puis, il sera intéressant de vous garder aussi en écoutant le témoignage de Damien. Vous restez avec moi surtout. On laisse passer une page de pub, on laisse passer l'info sur Europe et puis on revient tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Sur Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.